Alors bonjour et bienvenue. Donc je vais partager l'écran, d'accord? Vous m'entendez? Allô? Ok, très bien, très bien. Alors je vais partager l'écran. Alors est-ce que l'écran est bien partagé? Très bien, ok, très bien, merci. Alors aujourd'hui, donc euh, on va voir le concept de la réflexivité en orienté objet. Pour cela, ou bien pour mener à bien ce concept, donc nous allons commencer cette partie par une question. Alors, selon vous, que se passe-t-il lors de la compilation et l'exécution d'un programme Java? Donc, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Alors, quelles sont les étapes d'un programme de la compilation à l'exécution, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Allô? J'ai un programme Java, donc quelles sont les étapes de la compilation à l'exécution? Personne? Oui, instruction par instruction. Ensuite, ça veut dire quels sont les résultats de la phase de la compilation et la phase de l'exécution utilise quoi pour exécuter un programme Java? Alors, quelles sont les phases de la compilation? Quels sont les résultats de la compilation? Au début, quelle est la matière première pour code machine? Très bien. Alors, au début, quelle est la matière première? Donc, quelle est la matière première pour exécuter un programme Java? Donc, pour exécuter très bien, le code source, ok. Donc, le code source, ça sera représenté par un fichier qui contient le nom de la classe elle-même et avec une extension de .java. Ensuite, nous avons la phase de compilation et le résultat, ça sera quel est le résultat de la compilation de ce fichier avec l'extension .java. Quel est le résultat de la phase de la compilation d'un fichier avec extension .java. Quel est le résultat? Donc, je compile un fichier .java et .class. Très bien. Alors, je compile un fichier .java. Ensuite, au résultat, j'aurai le fichier qui porte le même nom de cette classe, mais avec une extension .class. Alors, au début, nous avons ce qu'on appelle le code source. Par exemple, j'ai une classe qui s'appelle personne. Donc, lorsqu'un programme Java est compilé, donc
chaque fichier de la classe, c'est-à-dire dans notre cas, nous avons un fichier ou bien une classe personne.java, donc est compilé, bien sûr, en utilisant le compilateur JavaC. Ensuite, le résultat de cette compilation est enregistré dans un fichier portant bien sûr le même nom, d'accord, mais avec une extension .class. C'est bien le fichier de type bytecode. Maintenant, la question qui se pose, que contient ce fichier de type bytecode et qui représente le résultat de la phase de compilation? Alors, ici, comme j'ai présenté ici, ce fichier .class contient, si vous voulez, les résultats de la compilation de la classe personne.java. Il est au format bytecode que la machine virtuelle Java peut exécuter. Et bien sûr, donc un fichier, il contient il contient le bytecode de la classe. Donc ce bytecode, généralement, il représente les instructions machines qui sont indépendantes de la plateforme. C'est pour cela que la machine virtuelle peut interpréter ou bien compiler en code natif pour être exécutée sur n'importe quelle plateforme. Aussi, on peut trouver les méthodes de la classe concernée, qui est personne, et même les constructeurs de cette classe, sont convertis en séquences d'instructions de type bytecode pour être exécutées. Nous avons aussi ce qu'on appelle la table des constantes. Alors, cette table stocke généralement les chaînes de caractères, les références de classe, les méthodes et même les champs ou bien les attributs utilisés dans la classe. Nous avons aussi ce qu'on appelle des informations sur les classes, telles que le nom de la classe, le nom du package de cette classe, le nom des interfaces qui implémentent cette classe, si on a une relation d'héritage ou non. Nous avons aussi des informations sur les modificateurs de méthodes et même des attributs. Je parle ici des modificateurs d'accès. Nous avons aussi des informations sur même les méthodes, c'est-à-dire la signature des méthodes de cette classe et même l'implémentation de chaque méthode. Voilà. Alors pour résumer, donc le fichier qui a l'extension .java, donc c'est le code source qui est lisible par l'être humain. Par contre, le fichier résultat de la phase de compilation, donc c'est le code compilé, mais il est lisible seulement par la machine virtuelle. Donc il n'est pas lisible par un être humain. Et bien sûr, la machine virtuelle utilise ce fichier .class pour exécuter par la suite le programme sans avoir besoin de notre programme source avec l'extension .java. Alors, pour l'exécution d'un programme, donc pour résumer, afin d'avoir exécuté un programme, donc la machine virtuelle utilise le fichier .class pour l'exécution et sans avoir besoin, bien sûr, du fichier .java. Alors, c'est à partir de cette information la réflexion fonctionne, ou bien le concept de la réflexivité fonctionne. C'est-à-dire que le fait que la machine virtuelle utilise le fichier .class et non pas le fichier .java, donc à partir de ce point-là, alors la réflexivité est commencée.
Alors, maintenant, pour expliquer ce concept de la réflexivité, alors, supposons que nous voulons développer un programme. Ce programme, il est capable d'analyser automatiquement la structure d'une classe Java. Ça veut dire que j'ai une classe Java qui s'appelle personne et je veux créer un programme indépendant qui permet d'analyser automatiquement la structure. C'est-à-dire, je veux avoir le nom de cette classe, les attributs, les méthodes, les constructeurs, etc. Alors, alors la question ici, est-ce que c'est possible d'écrire un programme capable d'analyser n'importe quelle classe Java et afficher sa structure automatiquement sans modifier le code? Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi cette analyse est importante. Donc, pour générer la documentation, ça veut dire j'ai un programme Java qui est déjà programmé et je veux générer la documentation de ce programme. Donc, un programme ou bien un programme indépendant peut analyser une classe et par la suite produire automatiquement une documentation sur la structure de cette classe. Deuxièmement, nous pouvons ou bien nous voulons par exemple générer les diagrammes UML, c'est-à-dire certains outils analysent les classes Java et produisent par la suite un diagramme UML. Dans le cas de la création des objets d'une manière dynamique. Donc, un programme peut créer des objets d'une classe dont ils ne connaissent pas, par exemple, le type au moment de la compilation. Ça veut dire il est au moment de l'exécution, au moment de la compilation, et il veut maintenant créer un objet. Dans le cas, par exemple, si je veux exécuter automatiquement certaines méthodes, donc ici, je peux créer un programme d'une manière indépendante et afin de exécuter des méthodes d'une manière automatique. Alors, pour répondre à ces quatre besoins, donc là, on va utiliser la réflexivité. Donc, la réflexivité permet de générer des diagrammes UML à partir d'un code source, de créer des objets dynamiques, d'exécuter automatiquement certaines méthodes, de générer de la documentation et de présenter la structure interne d'une classe Java au moment de l'exécution de ce programme. Alors, c'est quoi maintenant la réflexivité? Alors, pour définir la réflexivité, donc la réflexivité, c'est un concept qui permet à un programme de découvrir la structure d'une classe, accéder à ses méthodes, accéder à ses attributs et constructeurs, créer des objets ou bien appeler d'une manière dynamique certaines méthodes. Mais tout cela sera réalisé pendant l'exécution du programme. Ça veut dire que c'est indépendamment de la phase de compilation. Donc, pendant l'exécution d'un certain programme, je peux utiliser la réflexivité pour déterminer la structure de cette classe-là. Alors, pour cela, donc nous avons directement, donc, ou bien pour illustrer ce concept-là, nous allons directement, alors, nous allons analyser cette classe Java. Alors, je vais créer un projet. Donc, je vais donner le nom exercice. Exercice sur la réflexivité.
Donc, réflexivité. Je vais créer maintenant un package qui s'appelle réflexivité. Et puis, dans ce package, je vais créer une classe qui s'appelle personne. Voilà. Donc, j'ai une classe qui s'appelle personne. Donc, par exemple, une personne est définie j'ai précisé ici, définie par nom et âge, d'accord? Ensuite, nous avons un constructeur par défaut et un constructeur avec les deux paramètres. Nous avons une méthode qui permet d'afficher la personne et nous avons une méthode qui permet de retourner l'attribut get. Donc, je vais reprogrammer ce code ici, d'accord, pour visualiser le concept de la réflexivité au moment de l'exécution. Alors, nous avons deux attributs private. Donc, le premier, c'est le nom qui est de type chien de caractère. Ensuite, nous avons le deuxième attribut qui représente l'âge, donc c'est un entier. Ensuite, nous avons un constructeur, c'est le constructeur par défaut, donc il ne possède pas d'argument, c'est le constructeur nul. Ensuite, nous avons le deuxième constructeur qui permet d'initialiser les attributs de la classe personne. Donc, il a les deux attributs. Donc, ici, comme le nom des attributs est identique au nom des arguments, donc ici, je vais utiliser le mot clé this afin de faire la différence entre les attributs et les arguments de notre constructeur. Voilà. Et nous avons aussi une méthode qui affiche et un get. Donc la méthode qui affiche, ou bien nous pouvons faire la redéfinition de la méthode toString, d'accord? Pour retourner directement la chaîne de caractères. Donc je vais faire une méthode, elle ne retourne rien, mais elle affiche à l'aide de system.out.println. Ici, on peut utiliser ou bien on peut faire la redéfinition de la méthode toString, d'accord? Ensuite, on retourne directement la chaîne de caractères au lieu d'utiliser system.out.println. Alors, le nom est l'attribut nom. Ensuite, et je vais concaténer l'attribut âge. Voilà. Et nous avons la méthode get qui permet de retourner l'âge. Donc, elle est publique. Elle retourne un entier.
Donc, get âge. Et je retourne directement l'attribut âge. Voilà. Alors, nous avons une classe Java. Maintenant, avant de commencer ou bien d'utiliser la réflexivité afin d'inspecter la classe personne, alors il faut savoir que la réflexivité repose sur les classes du package java.language.reflect. Ça veut dire ici, euh, quand je vais créer la classe ou bien le programme qui va inspecter la classe personne en utilisant la réflexivité, je dois importer ce package. Pourquoi? Parce que ce package, ou bien dans ce package, nous avons les quatre classes qui sont la classe, file, method and constructor. Donc, les quatre classes Hadouma permettent de représenter respectivement une classe Java, les attributs de cette classe, les méthodes de cette classe et bien sûr les constructeurs de cette classe. Donc, nous allons analyser la classe personne à travers ces classes qui se retrouvent dans le package java.language.reflect. Donc, pour cela, on va faire quoi maintenant? On va créer une classe. Alors, on va créer une classe. Donc, new classe. Maintenant, cette classe. Donc, quel est le rôle de cette classe? Alors, quel est le rôle de cette classe? Donc, je vais créer maintenant une classe spéciale, bien sûr avec la méthode main. Pourquoi? Parce que cette classe doit être exécutée afin d'inspecter la classe personne. Maintenant, je vais inspecter la classe personne en utilisant la réflexivité. Donc, je vais donner le nom, par exemple, analyse ou bien inspecter. Donc, analyse de la classe personne. Donc, je vais utiliser la méthode main ici. Voilà. On doit importer le package qui permet d'utiliser les classes de la réflexivité. Donc, java.language.reflect. Donc, voilà. Donc, dans ce package, donc, nous avons les classes class, file, method and constructor qui permettent d'inspecter ces éléments de la classe personne. Et maintenant, je vais créer tout simplement notre code. Alors, dans la méthode main, parce que ce code sera exécuté, je vais créer un objet de la classe personne d'une manière simple. Donc, personne qui s'appelle P et je vais utiliser le constructeur ici, le constructeur par défaut. Donc, new personne. Maintenant, une fois créé l'objet de la classe personne, je veux maintenant, j'ai besoin que la machine virtuelle maintenant retourne l'objet qui représente la classe personne. Alors, cet objet retourné,
contient toutes les informations sur la classe. Alors, comment je peux maintenant présenter cet objet qui sera retourné par la machine virtuelle et qui va représenter les informations sur les attributs, les méthodes, etc. Donc, je vais utiliser la classe ou bien la classe du package Reflect. Maintenant, je vais préciser que c'est-à-dire le type de cette classe n'est pas précisé pour l'instant. Le nom de l'objet qui va inspecter la classe personne, il s'appelle C. Ensuite, en utilisant cet objet de type personne, je vais invoquer la méthode getClass. Voilà. Je vais affecter la méthode getClass. Maintenant, je vais afficher sur écran en utilisant le système out.println. Donc, println. Je vais afficher maintenant le nom de la classe. Donc, le nom de la classe, bien sûr, et je vais utiliser getName. Et maintenant, je vais utiliser la méthode getName de l'objet C qui a été créé afin de récupérer le nom de la classe personne au moment de l'exécution du programme. Voilà. Maintenant, avec cette façon, j'ai récupéré le nom de la classe qui est personne. Maintenant, je veux passer aux attributs. Alors, avec la même façon maintenant, pour récupérer les attributs, donc la machine virtuelle toujours retourne tous les attributs de cette classe et chaque attribut est représenté par un objet file. Alors pour cela, maintenant, je vais par exemple afficher un message disant que voici la liste des attributs. Donc system.out.println. Je vais sauter de ligne et préciser qu'il s'agit des attributs. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi maintenant? Au lieu maintenant d'utiliser la classe classe, je vais utiliser la classe field afin d'afficher les attributs. Donc, faire un commentaire. Donc, c'est pour gérer, ou bien c'est pour récupérer le nom de la classe. Ou c'est pour récupérer la liste des attributs de la même classe. Voilà. Alors, maintenant, je vais récupérer les attributs dans un tableau. Voilà. Je donne le nom attribut et en utilisant le même objet, c'est je vais récupérer la liste des attributs par la méthode de get. Donc get
Voilà, donc get declared filed. Voilà. Filed, voilà. Maintenant, je vais utiliser une boucle afin d'afficher donc boucle for each, une boucle Java avancée, afin d'afficher ces éléments. Alors, for voilà, maintenant je vais créer un indice qui va faire de type méthode qui va faire le parcours dans non, donc c'est file, pardon. C'est pas fait, c'est un indice de type file. Donc une boucle for. Donc indice qui va faire le parcours de tableau attribut. Ensuite, je vais faire l'affichage. Utilisons system.out.println. Et maintenant, je vais afficher, bien sûr, le petit f en utilisant la méthode getName, toujours. Voilà. Donc, avec cette façon, nous avons récupéré les attributs de la classe personne dans un tableau qui s'appelle attributes. Et ensuite, nous avons utilisé une boucle for each avec un indice de type file pour le parcours de la table attributes. Et nous avons récupéré attribut par attribut en utilisant la méthode getName de la classe file. Donc, avec maintenant, avec la même façon, nous avons récupéré les méthodes. Ou bien, nous allons maintenant récupérer les méthodes, mais avec la même façon. Donc, je vais créer toujours, je vais afficher sur écran qu'il s'agit maintenant des méthodes. Ensuite, je vais créer toujours une table, mais cette fois-ci avec la classe méthode. Donc, le tableau, il s'appelle méthode. Et je vais utiliser le même objet maintenant pour récupérer les méthodes qui ont été déclarées. Get declared method. Donc maintenant, je vais récupérer les méthodes déclarées dans la classe personne. Ensuite, avec la même façon toujours, je vais créer une boucle avancée. Donc, for, je vais créer un indice de type méthode. Qui s'appelle M. Et bien sûr, on utilise
le parcours du tableau qui a été créé ici. Et nous allons afficher nos résultats. Donc, system.out.println. Et je vais récupérer le nom en utilisant cet indice. Donc, le nom de la méthode. Alors, .getName. Et avec la même façon maintenant, je vais récupérer les constructeurs parce que ici, on a une classe qui permet de récupérer les méthodes à part et une autre classe qui permet de récupérer les constructeurs à part. Donc, je vais l'utiliser. Voilà, donc avec la même façon, donc la classe constructor, donc l'objet, et je vais utiliser l'objet c'est toujours pour récupérer les constructeurs. Donc get declared constructor. Voilà. Et avec la même façon, pour la boucle for, je vais faire le parcours afin d'afficher la liste des constructeurs de la classe personne. Donc, voilà. Il est de type, ou bien je vais faire le parcours de cette table, Ensuite, je vais afficher directement system.out.println et je vais afficher en utilisant cet indice et je vais récupérer le name. Donc get name et voilà. Et voilà. Alors, regardez. Donc, ce programme permet d'inspecter la classe personne. Maintenant, je vais exécuter ce programme. Voilà. Donc, une fois le programme a été exécuté, donc ici, nous avons récupéré le nom de la classe. Donc, la classe, elle s'appelle personne et elle se trouve dans le package réflexivité. Pour la liste des attributs, donc, nous avons nom et âge. Pour la liste des méthodes, donc, nous avons les méthodes affichées et âge et getAge. Pour les constructeurs, nous avons deux constructeurs par défaut. Bien sûr, un constructeur doit avoir le même nom de la classe. Donc, nous avons deux constructeurs qui s'appellent personne. Donc, avec cette façon, nous avons utilisé le package Reflect qui permet de réaliser ou bien qui permet d'inspecter une classe Java en utilisant le concept de la réflexivité et par l'utilisation des classes files qui permet de récupérer les attributs d'une classe Java, par la classe method qui permet de récupérer les méthodes d'une classe Java et par la classe constructor qui permet de récupérer la liste des constructeurs.
Donc si vous voulez, c'est le concept de la réflexivité qui permet à un programme Java de récupérer ces informations d'une classe, mais ici au moment de l'exécution du programme, bien sûr au moment de la compilation. Ça veut dire à partir de fichier .classe, nous avons récupéré toutes les informations relatives à la classe programme. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant en ce qui concerne le concept de la réflexivité? Donc, je répète, donc la réflexivité consiste à représenter la structure interne d'une classe Java, mais au moment de la compilation, c'est-à-dire en utilisant les fichiers .classe comme matière première. هذا كامل en utilisant le package Reflect de Java qui permet d'inspecter une classe avant de générer par exemple la documentation de ce programme ou bien de générer par la suite la modélisation orientée objet, etc. Oui, madame, j'ai pas compris la relation à la compilation. Alors, la relation à la compilation. La relation à la compilation, c'est-à-dire que la réflexivité, منين تبدا من le résultat de la compilation. Ça veut dire, vous avez un programme Java avec extension .java. Ce programme sera exécuté. Ensuite, au résultat, vous avez les fichiers .classe. Alors, la réflexivité, elle va utiliser les fichiers .classe, mais chez les fichiers .java. Ça veut dire que pour réaliser la réflexivité, ou bien pour utiliser la réflexivité, elle se base sur les fichiers compilés. Ça veut dire elle se lance au moment de la compilation, pardon, au moment de l'exécution, mais au moment de la compilation. C'est-à-dire la matière première pour réaliser la réflexivité, c'est bien les fichiers .classe, c'est-à-dire les fichiers compilés. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, si, ok, merci. C'est-à-dire, si je suis dans la phase de compilation, le programme n'a pas été encore exécuté, donc je ne peux pas parler de la réflexivité. Donc, la réflexivité, elle se base sur les fichiers .classe. Ici, elle va accéder aux fichiers .classe en utilisant les classes file, method, constructor et classe. Donc, elle va utiliser ces classes-là et ces méthodes-là et invoquer les méthodes de ces classes-là afin d'inspecter des programmes Java à travers les fichiers .classe. Ça veut dire les informations Hadouk sur les attributs, sur les méthodes de la classe personne se retrouvent dans les fichiers .classe après avoir exécuté. Alors regardez, si je reviens ici, donc nous avons un programme Java, nous avons la phase de compilation, ensuite nous avons la phase de l'exécution. Alors après avoir exécuté un programme, le résultat c'est un fichier de type bytecode. Le fichier de type bytecode, il est de l'extension .classe. Il contient les informations nécessaires ou bien toutes les informations sur le fichier programme par rapport au nom des attributs, les constructeurs, les relations d'héritage, les interfaces implémentées par la classe personne, les points d'entrée de cette classe, etc., etc. Ça veut dire toute information sur la classe personne se retrouve toujours dans le fichier .classe. Mais ce fichier bytecode, c'est un fichier non compréhensible par l'être humain. Donc, si vous voulez ouvrir, par exemple, les fichiers .classe générés après la phase de compilation, donc vous ne pouvez pas comprendre son contenu. Par contre, il est bien lisible par la machine virtuelle. Donc, la réflexivité utilise ce fichier dans la phase de la compilation pour
exécuter le programme qui permet d'inspecter votre programme Java. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne ce concept? Très bien, merci. Ok, très bien, très bien, ok. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle un petit résumé pour récapituler, si vous voulez, toutes ces informations. Alors, avec la réflexivité, un programme peut maintenant inspecter un programme Java. Ah, donc, il peut connaître le nom de la classe, la liste des attributs, des constructeurs, etc. Même les interfaces implémentées par la classe à inspecter, les classes, les superclasses, etc. Ça veut dire toute information qui concerne la classe à inspecter, on peut les récupérer à travers la réflexivité. Tout cela pendant la phase de l'exécution. Pourquoi? Parce que la réflexivité prend comme entrée les fichiers .class, c'est-à-dire on est dans la phase de l'exécution. Donc jusqu'à maintenant, nous avons réalisé la réflexivité sur une classe connue. Ça veut dire on a figé et fixé que la classe, ça sera une classe personne. Maintenant, nous pouvons utiliser la réflexivité par la généricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux créer une classe générique qui permet d'inspecter n'importe quelle classe Java. C'est-à-dire, dans ce programme, j'ai bien figé que la classe à inspecter, c'est la classe personne. C'est-à-dire que cette classe permet d'analyser seulement la classe personne. Maintenant, je peux améliorer mon programme afin de passer ou bien afin de le rendre un programme générique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais donner la main à l'utilisateur pour introduire le nom de la classe à inspecter d'une manière générale. Donc, la réflexivité permet à un programme de comprendre et manipuler la structure d'une classe automatiquement et sans les connaître à l'avance par l'utilisation des programmes génériques, c'est-à-dire le nom de la classe est fourni à l'exécution, soit par l'utilisation via la console, ça veut dire dans mon programme générique, je demande à l'utilisateur d'introduire la classe à inspecter. Ensuite, le programme va se baser sur cette classe afin d'utiliser les classes file, méthodes, etc. pour inspecter la classe concernée. Nous pouvons utiliser également un fichier de configuration qui contient toute information sur les classes à inspecter ou bien à travers des arguments pour le programme. Donc, pour nous, on va voir ensemble un exemple où l'utilisateur où on demande à l'utilisateur d'introduire le nom de la classe à inspecter. Alors pour cela, je vais créer une deuxième classe qui utilise toujours le même package, d'accord? Donc le même package Reflect, mais cette fois-ci, je vais faire un programme générique. C'est-à-dire que ce n'est pas un programme qui est figé à la classe personne, mais un programme générique. Et par la suite, je demande à l'utilisateur d'introduire le nom de la classe concernée par cette comment dirais-je, par cette analyse de la classe. Voilà.
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Très bien, ok, ok. Alors, on était dans la phase de la création d'une classe générique au lieu de figer l'analyse à une classe personne. Donc, nous avons donc ici, je vais créer une classe, une nouvelle classe. Maintenant, c'est une classe générique qui va analyser n'importe quelle classe. Donc, pour cela, je vais donner par exemple donc le même nom, mais au lieu maintenant, donc analyse classe, au lieu maintenant d'utiliser la classe personne directement, donc on va utiliser une classe générique. Voilà. Donc, et je vais aussi utiliser la méthode main dans cette classe. Alors, avec la même façon, oui. Ah, le partage, je m'excuse, oui. Ok, alors, est-ce qu'il est bien partagé? Ok, très bien. Alors, maintenant, je vais créer un objet de type scanner afin de permettre à l'utilisateur d'introduire la classe à analyser. Donc, scanner, un objet qui s'appelle C et tout simplement new scanner. Et je vais introduire la valeur. Voilà. Je vais récupérer le package nécessaire et c'est bon. Maintenant, je vais envoyer un message, par exemple, à l'utilisateur afin d'introduire la classe à analyser. Alors, system.out.println. Alors, entrer le nom de la classe. Alors ici, donc dans ce cas d'analyse, une fois que vous demandez à l'utilisateur d'introduire le nom de la classe, il faut faire attention que l'utilisateur donne le nom complet de la classe. C'est-à-dire, si par exemple la classe elle est dans un package par exemple qui s'appelle cours réflexivité, donc il faut introduire le nom complet, c'est-à-dire le nom de package point le nom de la classe concernée. Sinon, on aura une erreur à la compilation. Donc là, par exemple, on peut demander, donc entrer le nom, par exemple, le nom complet de la classe. Et nous pouvons également, par exemple, faire ici, donc throws, par exemple, throws exception. Ici, pourquoi? Pour afficher ou bien pour lancer une exception en cas où le nom n'est pas complet. C'est-à-dire que il doit introduire le nom complet, y compris le nom de son package. Sinon, il peut introduire, par exemple, sinon vous pouvez lui demander d'introduire le chemin path complet afin que ce programme peut accéder à la classe concernée. Et maintenant, on va créer la chaîne de caractères pour qu'il puisse introduire le nom.
Donc, elle est de type string. Donc, on donne par exemple le nom de la classe. Et maintenant, on va utiliser notre objet scanner qui a été déclaré et on va utiliser la méthode nextLine. Donc, la méthode nextLine. Voilà. Voilà. Maintenant, on va réaliser la recherche. Maintenant, on va chercher cette classe dans le package qui a été introduit. Ça veut dire l'utilisateur, une fois qu'il va nous envoyer le nom de la classe dans le package cours réflexivité, donc notre programme d'analyse, il doit chercher la classe concernée dans ce package. Pour cela, on va toujours invoquer la classe du package Reflect. Donc là, je vais importer le package Reflect. Donc java.language.reflect. Donc ici, maintenant, je vais utiliser la classe, mais maintenant avec la généricité, avec point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est-à-dire que pour l'instant, je ne connais pas le type de la classe. Donc, on va faire une recherche. Alors, on va créer un objet qui s'appelle C par exemple. Ensuite, je vais invoquer la méthode en principe forName. Voilà, je vais invoquer la méthode forName avec un seul argument. Donc là, si vous remarquez, la méthode forName a été surchargée, mais pour nous, on va utiliser celle-là avec un seul argument. Voilà. Et ici, je vais préciser ou bien je vais représenter le class name par le nom de la classe qui a été introduite par l'utilisateur. Donc, c'est le nom de la classe. C'est-à-dire, le nom de la classe, c'est le nom de la classe complet, y compris son propre package. Et ensuite, je vais afficher maintenant par system.out.println, je vais afficher le nom de la classe. Et toujours, on va utiliser notre objet C et la méthode getClass. Pardon, et la méthode getName. Voilà, et la méthode getName. GetName for class. On va faire la concaténation. Et voilà. Maintenant, une fois récupéré le nom de la classe, on va passer à la récupération toujours des attributs. Donc, avec la même façon, on va utiliser la classe File. Donc, on va créer un tableau qui s'appelle, par exemple, petit file. Et ensuite, toujours avec le même objet C, nous allons invoquer la méthode qui récupère les attributs. Donc, get declared file, c'est ça. Voilà. Ici, on n'a pas de nom. C'est get
Oui, donc regardez ici. هنايا c'est هذه sans S. Nous, on va travailler avec celle-là. Donc c'est-à-dire cette méthode a été. Donc, on a une méthode get declared filed et files. S'il s'agit de file, هنايا, on va donner son nom. Mais هنايا, non. Donc, on n'a pas d'argument. Donc, file. Voilà. Voilà, je vais afficher toujours les attributs. Donc, system.out.println directement. Je vais afficher la liste des attributs. Donc, je vais utiliser toujours la boucle. Donc, un indice qui va faire le parcours de cette table. Et je vais afficher en utilisant directement l'objet f.getName. GetName, voilà. Et avec la même façon, donc on va utiliser, ou bien on va manipuler, ou bien on va analyser les méthodes. Donc, toujours, je vais créer un objet de type methods, donc, ou bien qui s'appelle methods et de type méthode. Donc, là, on va récupérer les méthodes déclarées. Donc, get, voilà, declared method. Nous avons affiché un message qui est maintenant un message disant que on va passer aux méthodes. Et en utilisant toujours une boucle for each, mais cette fois-ci, on va faire le parcours des méthodes. Donc, c'est objet de type méthode et bien sûr, on va faire le parcours de la table méthode. Comme ça. Et on va récupérer les méthodes ou bien la liste des méthodes. Voilà. Voilà, donc avec cette façon, nous avons un programme maintenant générique. Alors, je vais exécuter rapidement. Regardez, maintenant, entrez le nom de la classe. Supposons que je vais introduire le nom de la classe personne directement, sans package. Donc, regardez ici, j'aurai une erreur, d'accord? Donc, exception in thread main, donc java.language not, ou bien class not found exception. OK? Donc, cette classe personne, c'est-à-dire que cette classe d'analyse ne peut pas accéder ou bien ne peut pas trouver la classe personne. Donc, il faut donner le nom complet. Donc, qui est cours réflexivité, c'est-à-dire c'est le nom de package, réflexivité. Ensuite, maintenant, point, le nom de la classe à analyser.
Voilà. Maintenant, le programme d'analyse ou bien d'inspection est bien exécuté. La liste des attributs, donc nous avons nom et âge et nous avons ici deux méthodes. Donc dans ce programme, on n'a pas inspecté la liste des constructeurs, mais c'est avec, bien sûr, avec la même façon. Voilà. Donc, HADA, c'est un programme générique qui permet d'inspecter euh, une classe. Alors, il y a un résumé sur sur les instructions ou bien sur le programme qu'on vient de programmer. Donc, c'est une classe personne avec nom et âge, une méthode d'affichage. Donc, il y a trois manières d'obtenir l'objet de la classe. Donc, pour la première méthode, soit d'utiliser directement la classe en utilisant la généricité. Ensuite, on va affecter ou bien on va récupérer le nom de la classe, ou bien de créer, comme on a fait dans la première classe, donc on crée directement un objet P et de type personne, et ensuite on va créer un objet C de type classe qui permet de récupérer. Sinon, avec la troisième méthode, donc nous pouvons directement maintenant utiliser, si vous voulez, la classe et la méthode forName afin d'affecter le nom de la classe. La même chose, maintenant, pour récupérer les attributs, donc nous pouvons utiliser, ou bien on doit utiliser la classe find. Donc, on crée un tableau pour récupérer la liste des attributs. Ensuite, une boucle for each afin d'afficher. Donc, le résultat, ça sera la liste des attributs de l'objet C. Avec la même façon, pour les méthodes, donc on va utiliser la classe method et une boucle for afin de manipuler et récupérer les méthodes qui ont été insérées dans la table methods toujours de l'objet C. Voilà. Ensuite, avec la même façon, donc nous pouvons récupérer les constructeurs par la classe constructor. Voilà, donc pour résumer, donc en Java classique, on peut créer directement ou bien on doit créer en premier lieu un objet, d'accord? Mais en utilisant la généricité, nous pouvons directement utiliser la généricité avant de récupérer le nom de classe à analyser à travers la console. Voilà, donc la réflexivité permet également d'appeler une méthode dynamique. Ça veut dire, imaginons que nous avons une classe qui s'appelle calcul. Dans cette classe, nous avons une méthode addition qui permet d'additionner deux attributs et retourner la valeur entière. D'ailleurs, nous pouvons appeler une méthode dynamiquement. C'est-à-dire que pour invoquer dynamiquement une méthode, on crée toujours l'objet C de la classe. Ensuite, on va appeler la classe à travers calcul. Et par la suite, on va créer un objet de type object et on va créer une nouvelle instance qui sera pointée sur le constructeur de la classe C. On doit aussi créer une méthode. Cette méthode-là, donc ici, on va donner le nom de la méthode, la classe et les deux attributs, c'est-à-dire les deux valeurs à additionner. Et le résultat, ça sera inséré dans un objet ou bien dans un champ de type ou bien dans un objet de type object en utilisant la méthode invoke. Nous donnons l'objet concerné et les valeurs à introduire tout en utilisant l'instance M de methods. Et à la fin, on peut afficher le résultat. Donc, avec cette façon, nous avons invoqué dynamiquement la méthode addition. Donc, également, Java permet de charger une classe dynamique, comme il peut exécuter une méthode dynamique. Donc, il peut charger une classe dynamique pendant l'exécution. Et cela se fait à travers la méthode forName de la classe.
Alors, nous avons le nom de la classe. Nous avons l'objet C de la classe classe. OK? Et ensuite, on va créer un objet de type object et on va toujours utiliser new instance qui sera appliqué sur les constructeurs de l'objet qui a été déjà créé. Et par la suite, même si la réflexion est très puissante, toujours, on a des inconvénients. C'est-à-dire que si on veut utiliser la réflexivité, donc on doit l'utiliser dans les besoins. Si j'ai besoin de réaliser un programme qui permet d'analyser un programme Java, donc ici, c'est nécessaire d'utiliser la réflexivité. Mais il faut faire attention qu'on a ce qu'on appelle des impacts sur la performance, sur la sécurité, sur la complexité et même sur la lisibilité du code. C'est-à-dire, alors, les appels par réflexivité sont plus lents que les appels directs. Pourquoi? Parce que Java Virtual Machine doit toujours vérifier les types. Donc, on a toujours des retours en arrière afin de vérifier les types. C'est-à-dire, on a des instructions en plus à exécuter. Donc, ce qui va permettre d'impacter sur la performance du programme et ça sera un programme lourd et lent. En ce qui concerne la sécurité, comme vous avez remarqué, donc la réflexivité peut contourner les règles d'encapsulation. C'est-à-dire que la réflexivité, maintenant, elle permet d'accéder à un attribut privé, ensuite de les afficher, qui m'a la classe personne. Donc, on a deux attributs qui sont private, mais en utilisant la réflexivité, la classe, cette classe, ou bien ce programme de réflexivité a pu accéder directement au champ private et on a pu visualiser ces attributs. Alors que, en principe, l'encapsulation, elle est là pour sécuriser et empêcher d'autres programmes à accéder à ces attributs-là. Alors ici, la réflexion peut contourner des règles d'encapsulation et elle peut accéder aux attributs qui sont déclarés private dans la classe. Bien sûr, donc comme la réflexivité permet d'exécuter des lignes en plus, donc souvent on aura un programme plus complexe et difficile par la suite à maintenir. Voilà, donc le code, donc par rapport à la lisibilité ou bien par rapport au nombre de lignes de code, donc ce code devient généralement moins lisible et plus difficile à comprendre pour les développeurs. Donc pour cette raison, la réflexivité doit être utilisée avec modération. C'est-à-dire que si j'ai bien besoin d'utiliser la réflexivité afin d'analyser un programme Java au moment de l'exécution, donc là, tu as une nécessité d'utiliser. Oui, je sais, vous avez un cours à 14 heures. Je viens de terminer. Juste, je suis en train de faire la conclusion, c'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire maintenant, il faut savoir que on doit utiliser la réflexivité dans les besoins, dans le cas où je dois analyser un code, par exemple, on est en train de faire la maintenance d'un code et on n'a pas la documentation pour comprendre ce code-là, mais sinon, on est une équipe dans une organisation, dans une entreprise et on est censé maintenant d'améliorer ce programme, mais on n'a pas un contact avec les développeurs initiaux de ce logiciel. Maintenant, nous pouvons utiliser un programme qui se base sur la réflexivité afin d'analyser le programme originaire pour documenter ce programme et comprendre le contenu les classes dans le but d'améliorer et maintenir le logiciel
le logiciel concerné. Alors, pour conclure, la réflexivité, c'est un mécanisme avancé de Java qui permet d'inspecter la structure des classes, c'est-à-dire visualiser les propriétés internes d'une classe par rapport aux attributs, les classes à implémenter, les subclasses, etc. De manipuler dynamiquement les classes, de créer des objets et appeler des méthodes à l'exécution. Elle apporte également une grande flexibilité, mais bien sûr, elle peut aussi réduire les performances, compliquer le code, augmenter le nombre de lignes, introduire des risques de sécurité, etc. Donc, par conséquent, la réflexivité doit être utilisée uniquement lorsque cela est réellement nécessaire et cela, ça sera un besoin, c'est-à-dire stratégique dans une organisation afin de maintenir les logiciels et afin de réaliser des logiciels modernes et de qualité. Voilà. Donc, j'aimerais savoir si vous avez des questions. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Ok. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vais vous envoyer le support de cours par la suite. Ok? Merci. Ok. Allez-y. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Pas de souci. Au revoir.